Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission Eco Plus, une émission exclusivement où on parle de l'environnement. Et aujourd'hui, on va devoir parler de la cohabitation entre les hommes et les animaux, parce qu'on a constaté depuis un moment, chaque personne a tendance de se faire un animal de compagnie en vue de vivre, parce que nous savons très bien que le monde évolue et il y a beaucoup plus dans cette évolution, beaucoup de choses qui entrent en jeu. Aujourd'hui, je reçois pour vous le docteur Beya Biningela, j'y arrive Samuel, qui est coordonnateur provincial des organisations paysannes et professionnelles de pêche et élevage, à qui on va devoir échanger avec lui sur cette question de cohabitation de l'homme avec l'animal. À qui j'ai dit bonjour déjà. Bonjour docteur. Ok, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Le plaisir est partagé. Ok. La première question qu'on aimerait vraiment savoir, les animaux, c'est toute votre vie. C'est toute votre vie de par les explications. D'où est partie tout d'abord cette passion? Oh, très sincèrement, même quand nous faisions notre cursus éducationnel, je ne voyais pas vraiment dans la science animale ou bien dans les animaux. Bien entendu, en tant qu'enfant, dans la famille, tout ça, on avait toujours cet amour-là de vivre. Nous avions cet amour-là de vivre avec les animaux, entre autres les animaux de compagnie, chiens. On était là, on s'implimentait, voire même certains animaux de la basse-cour, où on était avec les poules indigènes, on sentait quand même qu'on avait cette attraction. Bon, avec le fil du temps, nous avons fini l'université et le secondaire, il n'y avait rien de rapprochement avec le monde animal. Et nous sommes allés à l'université. À l'université, nous étions dans les minéraux avec la géologie et nous sommes rentrés en médecine humaine. Et plus tard, nous n'avons pas été qualifiés d'être en doctorat en médecine humaine. Nous nous sommes retrouvés dans la science animale. Et dans la science animale, divers stages faits que nous avons pu faire à l'étranger, en d'autres la Zambie, que j'ai pris du goût, j'ai compris en tout cas la valeur d'abord de la profession vétérinaire, la valeur des médecins vétérinaires, comparativement aux médecins humains. Parce que tout tournait toujours, docteur. Quand on appelle docteur Abaïmboa, docteur Abaïmboa, vous sentez que celui-là Abaïmboa là, c'est comme un Imboa. Oh, alors, je ne savais pas qu'un animal, c'est un être qui est là en permanence à donner du sourire et de la joie. Et quand nous sommes sortis, là j'ai compris, pour le moment quand on voyait un monsieur, un blanc avec son animal ou bien l'oiseau dans ses bras, tout ça, j'ai compris que non, il y avait de l'importance et de l'intérêt à ça. Et comme on était déjà prédisposé dans notre jeunesse, dans notre enfance, à être avec eux, et ça a donné son déclic, et c'est comme ça que c'était parti. C'était les années 1999. Oui. Ça fait déjà au maximum combien de ans? Combien, quoi? Combien d'années plutôt que vous... Je suis dans le monde vétérinaire, dans le monde animal, depuis 1999, calculez vous-même, jusqu'à 2024. Je pense que c'est 34 ans. 34 ans, ce n'est pas chose facile. Je suis dans le monde, vraiment, je vis dans le monde animal. C'est depuis 1999, donc 1999, nous sommes en 2024. Oui. Donc ça fait plutôt 25 ans. 25 ans. 25 ans, oui, 25 ans. Comment vous vous sentez dans ces domaines? Et vous savez, ce que je ressens quand j'ai eu à quitter le pays et quand ce que je vois, par moment je me dis, mais est-ce que ces gens, les gens avec qui nous vivons, comprennent ce que c'est que l'animal? Je me sens plus à l'aise, très à l'aise, épanoui. Donc je suis vraiment épanoui quand je suis avec ces êtres-là, en général. Très épanoui. Nous parlons aujourd'hui de la cohabitation entre les hommes et les animaux. Est-ce qu'il est tout d'abord possible de cohabiter avec les animaux? Parce qu'il faut savoir, vraiment. Oui. En tout cas, c'est ça même la bonne question. Et la cohabitation, elle est tout azimut. C'est tellement très facile et possible quand il y a de l'amour, quand vous apportez cet état de l'amour, et la cohabitation, elle n'est pas vraiment à négliger, elle est là. Quels sont les types d'animaux avec lesquels on peut cohabiter?
Ok. Parce que tout le monde ne peut pas se lever comme ça du bon matin en disant que je vais cohabiter avec le lion ou je ne sais pas, ça dépend. Okay. Là c'est un cours. Hein. C'est un cours, c'est un peu vaste. Okay. Parce que regardez un peu la multitude d'espèces animales que nous avons. Regardez le type, commençant des insectes jusqu'aux grands animaux, aux animaux sauvages. Et regardez maintenant les races que nous avons des individus. Nous avons les noirs, les blancs, les mulâtres, les calades, donc tous ici. Et chaque culture, chaque être humain a sa façon de faire avec les animaux. Okay. Il n'est pas dit que non, on aura seulement à faire un choix sur tel type d'espèce animal de quoi. Tu vas trouver certains qui sont dans les oiseaux, certains qui sont avec les abeilles, certains qui sont avec les mangoustes, les ouessiti, certains qui sont avec les lions, donc les animaux sauvages, les animaux domestiques et autres. Mais néanmoins, si nous allons un peu nous substituer à la vie communautaire, en général dans l'environnement, nous avons les petits animaux et les animaux de compagnie. Okay. Donc nos compagnons de tous les jours. Okay. Et ces compagnons-là qui sont disposés et prédisposés à être avec les humains, c'est le chien et le chat. Donc la race canine et la race féline. Ok, ouais. Le chien et le chat. Par cette question, parce que nous voyons déjà la majorité de la population que nous suivent de partout, à Kinshasa, ici dans le Haut-Katanga, dans le Haut-Lomami et partout ailleurs, la majorité des gens cohabitent beaucoup plus avec les races que vous venez de donner, le chien et le chat. Et est-ce qu'il y a, quelles sont en fait la façon de cohabiter avec ces animaux-là? Ok, d'abord, la cohabitation avec les animaux, on s'appelle les compagnons. Ouais. Si je dois d'abord sectoriser les différents types d'espèces animales, vous verrez que nous avons les animaux de compagnons, les animaux domestiques, apprivoisés et en captivité. Ouais. Et ces animaux-là, vous les verrez toujours. Si vous allez au zoo, vous verrez que les animaux qui sont domestiques, donc qui sont là en captivité ou apprivoisés, qui sont presque les animaux sauvages, vous ne verrez jamais les chiens. Les chiens, les chats et aux jardins zoologiques. Non. Ils ont aussi leur comment ils s'appellent, leur lieu de visitation approprié. Parce que déjà, des types, des différents types d'espèces d'animaux, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble parce qu'ils se reconnaissent. Ça, ce n'est pas mon secteur, ça parle d'eux. Et c'est notre compagnon, lui, il sait respecter son environnement et son environnement, c'est avec l'humain où il est déjà prédisposé. Comment faire, comment être avec eux? D'abord, eux-mêmes là sont prédisposés à vivre avec nous. Vous savez, quand vous ne sécrétez pas de l'adrénaline, vous sécrétez vraiment de la catécholamine, donc de la joie, de l'amour, vous verrez, même s'ils sont ailleurs, ils viennent se réfugier chez vous. Ils sentent que non, là, c'est notre endroit, le monsieur qui est là, c'est lui qui est là, il y a déjà un rapprochement. Et là, quand ils viennent vers vous, oui, vous devez avoir ce cœur. Vous comprenez? Vous devez avoir le cœur. Le cœur, quand on a le cœur d'amour, c'est donner le sourire, donner la joie. Et quand ils viennent vers vous, vous leur donnez ce qu'ils ont demandé, parce qu'ils sont là, juste à bouger la queue. Mais il y a des gens qui sont vraiment allergiques. La façon, parce que donner de cœur, c'est pas donner à tout le monde. Et aussi les gens qui sont allergiques, par exemple. Et j'ai une petite sœur. Ma petite sœur là, elle, quand tout ce qui est animal, non. Et je lui avais dit une chose. Retiens ceci. Tu es une femme. Une femme qui ne tolère pas les animaux. Et vous allez voir, le ménage, pour elle, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'importance. Bon, tu aimes divorcer, fais ce que tu veux. Mais une femme qui a un cœur pour les animaux, vous verrez que même dans le foyer, même dans la maison, tout ça coule. Même si vous n'êtes pas là pour elle, elle regarde seulement les animaux, elle te dit que non, j'ai un langage rapprochant. Et c'est ce langage-là qui fait qu'elle aussi, et la personne qui veut les animaux, soit aussi communautaire. Et moi, je prends toujours l'exemple de moi-même. Et vu mon grade et ma fonction, par le moment, il y en a qui ont ça. Mais pour les approcher, vous sentez que non, il y a un peu d'orgueil, on doit sentir. Mais nous, là, on est comme les animaux. Donc, on se rabat, on descend, dit, mais chaque fois, il vit. Mais je suis comme un animal. Nous voyons le résultat, nous voyons le plaisir à donner. Ça, c'est aussi
C'est un cœur en or. Hein. Pour l'avoir, il faut avoir aussi passé beaucoup d'étapes et accepter à supporter cette histoire. Docteur Samuel, ouais. Il y a en fait tout ce que vous venez de nous dire. Est-ce que nous, on cherche vraiment à savoir quelles sont les conditions vraiment à observer quand on veut cohabiter avec les animaux? En tout cas, ça c'est une très très bonne question. Et bien entendu, quand on cohabite avec eux, c'est pour qu'ils puissent vivre avec nous, avec nos habitudes. Mais pour vivre avec nous, et ils viennent d'ailleurs, on doit se mettre dans un environnement de confiance. Okay. C'est-à-dire quoi? Ces êtres-là, c'est comme un enfant quand il vient au monde. Il y a toujours des étapes. Ouais. On donne le vaccin, d'Itecoq, contre ça, contre ça. C'est le même cas chez ces animaux-là. Okay. Parce que ces animaux-là, s'il n'y a pas ce traitement-là, s'il n'y a pas cette assistance-là, ils développent des pathologies qu'on appelle des zoonoses. Donc des pathologies qui quittent l'animal vers l'homme. Si vous n'avez pas, vous ne les entraînez pas, vous êtes exposé. C'est ce qui fait qu'il y en a qui disent « Ah, je suis allergique à ça. Quand il y a ça, il y a ça. » Alors, pour éviter, il faut toujours être à côté et contacter un professionnel de la santé animale. Okay. Et aujourd'hui, oui, bien entendu, il y a les techniciens, mais les professionnels de la santé animale, il est devant vous. C'est un médecin vétérinaire. Okay. Et quand vous êtes devant un professionnel de la santé animale, vous parlez, vous partagez votre amour avec le compagnon que vous voulez avoir, il vous amènera dans des différentes conditions à faire les choix avec l'animal de compagnie avec lequel vous pouvez vivre tout en vous sentant à l'aise et tout en faisant quoi encore, je peux dire, en vous facilitant les moyens nécessaires à son épanouissement. Okay. Parce que s'il n'y a pas ces moyens-là, c'est une maltraitance. Mais quand même que tu es là, tu es avec... Mais docteur, quand on essaie de voir, quand vous faites allusion aux professionnels du métier, il y a aussi du côté argent ou moyen. Parce que maintenant, quand la personne n'a rien complètement, parce qu'il faut aussi prendre soin de ces animaux. Si personne se retrouve dans l'incapacité, dans le laps de temps, il n'a pas quelque chose à la main ou de l'argent, comment il peut s'en sortir en étant à côté, parce qu'il faut un peu de soins, il faut beaucoup de choses, il faut tout ce que vous connaissez déjà. C'est ce que j'ai dit. Hein? Okay. Vous pouvez avoir le cœur et l'amour, mais les moyens ne suivent pas. Oui. Si vous n'avez pas de moyens pour élever un animal de compagnie, cessez seulement. Okay. Parce que là, c'est une maltraitance. Vous verrez vous-même que l'animal vous sera un problème. Okay. Là, vous avez le cœur d'amour, de faire du bien. Mais vous sentez que votre compagnon n'est pas en joie. Si vous n'avez pas les moyens, là, très sincèrement, n'osez même pas adopter. Mais dans le contexte, vous allez partager avec moi en disant que dans ces contextes, les animaux deviennent un danger par rapport à la personne. Au contraire, c'est l'homme qui devient un danger pour les animaux. Parce que l'homme n'a pas le moyen. Il devient dangereux. Mais l'État a des moyens. L'État a des subsides. L'État a des structures. Il y a des structures qui sont là pour prendre en charge ces animaux de compagnie-là. Il y en a qui ont ces animaux-là quand ils n'ont pas les moyens. Mais il y a des gens qui adoptent. Il y a les centres d'adoption. Vous trouvez, vous allez donner aux différents centres d'adoption. Et l'État prendra en charge. Parce qu'ils sont importants pour l'environnement, pour la biodiversité, pour l'écosystème. Leur présence améliore, développe l'environnement. D'où, ipso facto, je suis au ministère de Pêche, Élevage et Alimentation, où je suis des organisations paysannes et professionnels de pêche et élevage. Ces structures-là sont montées pourquoi? Où nous gérons les ONG, ASBL, les fondations. Mais on peut avoir des structures sans but lucratif liées à la protection de quoi? Des animaux de compagnie ou des différents animaux. Et il y a des structures et des fonds qui viennent. Vous venez dans nos structures là, on vous aligne, on vous encadre pour vous accompagner. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, l'État va vous accompagner, il va vous encadrer. Vous avez l'envie, on vous regarde, effectivement, ces messieurs, en tout cas, on vous oriente et on le fait. L'État est là pour ça. Vous comprenez? C'est un peu ça, l'État est là pour ça. Pour éviter que ces animaux-là ne soient des prédateurs. Tu vois un animal qui saute pour aller dans des poubelles du voisin. Tu vois un animal, quand vous avez mis que ça, tu as tendance seulement à attaquer pour chipper, pour faire ça, pour faire ça. C'est déjà l'éducation là. Donc l'éducation vient du propriétaire. Et il y a des structures
qui sont là aussi pour vous arracher vos animaux de compagnons et de compagnie quand on sait que vous n'êtes pas en mesure. Est-ce que ces structures, exactement, ça existe ici à Lubumbashi? Vous savez... Ou en RDC? Parce que quand on essaie de tourner dans des quartiers, vous allez voir des chiens en train d'errer partout, qui cherchent dans des parcelles de gens. Les structures, ils sont là. Je vous donne l'exemple des structures que vous connaissez, aux autres Jack. Okay. Et ils sont avec les animaux sauvages, les chimpanzés. Ils les récupèrent et les animaux pour le retourner dans leur environnement. Okay. Mais il y en a qui ont ces animaux-là dans leur prémisse, dans leur domicile. Et ils essayent de mettre ces animaux dans leur environnement. C'est comme les zoos, c'est comme toi, tu as aussi un petit jardin à la maison, tout ça. Okay. Et vous parlez des structures. Oui, les structures comme Jack, c'est leur travail. Les chiens errants là-bas, vous avez des inspecteurs qui devaient aller les arrêter, les confisquer, pour le retourner peut-être aux propriétaires. Ça peut arriver que non, le chien s'est évadé, s'est échappé, s'est fait quoi. Vous orientez pour trouver l'adresse. Si vous ne trouvez pas, vous allez les garder dans, on appelle ça des kennels, des cages là où ils sont après, et vous faites les annonces. Et ces structures-là, c'est l'État qui est. Ce sont des structures humanitaires. Vous comprenez? Ces structures sont là, mais on ne vulgarise pas, on ne sensibilise pas. Moi, je donne un exemple, je suis un OPJ. Nous sommes parmi les premiers OPJ, là, à la division de pêche et élevage et d'alimentation. J'ai le droit, quand je vois qu'il y a la maltraitance, de porter atteinte sur la personne qui m'a... Un exemple, tu vois quelqu'un en train de tirer les chiens en désordre, tu regardes et tu dis non, il va pour l'alimentation, tout ça. Mais j'ai le droit de saisir. Mais le problème est que l'administration n'est pas suivie. Les autorités qui sont à la tête des différentes institutions ne connaissent pas l'interprétation des tests. Quand tu vois seulement, tu as arrêté, par exemple, quelqu'un qui a fait un mauvais transport des animaux, vous arrêtez, même l'environnement, tu dis, oui, monter au maximum. C'est à condamner, c'est l'État qu'il faut condamner. Docteur, en fait, il y a depuis un moment, on observe le cas de morsure de chiens. C'est un phénomène qui est devenu un peu très fréquent, difficile à soigner. Je ne sais pas, mais difficile à soigner. La majorité des gens se préfèrent aller à la médecine normale qu'on connaît que revenir ou recourir à vous qui est professionnel de ces métiers. Oui, d'abord, la question est là. Pourquoi est-ce qu'il y a des cas de morsure? Pourquoi est-ce que telle période, on vous apporte des cas de morsure, à telle période, il n'y a pas de cas de morsure? Il faut savoir le temps et le moment où ces activités se passent. Sans oublier pourquoi est-ce que les animaux deviennent plus vicieux, trop vicieux, quand ils sont anxieux. C'est dû à quoi? C'est le comportement aussi de l'homme, le comportement de celui avec qui il vit. Aujourd'hui, les dresseurs, qui vous appellent dresseurs, les éleveurs des animaux, après nos chiens, l'attaquent. Est-ce que vous comprenez? On rend les chiens, il te dit même... Plus agressif. Il te dit même, je donne de la crudité et de la viande au chien pour que ce soit un cannibale, dressé pour tuer. Les chiens là qui est là-bas, ils n'attaquent même pas. Donc on voit pour attaquer. Les chiens, dans son instinct, il est là maintenant pour mordre, pour attaquer. D'une part. D'autre part, les morsures peuvent venir de quoi? De la maltraitance canine. Par exemple, les enfants qui quittent l'école, chaque fois, quand ils passent devant la parcelle où il y a les chiens là, quand les chiens sont en train de renifler, on donne des coups de pierre, on donne des bâtons. Et quand il y a l'espace où un jour les chiens se retrouvent que c'est ouvert, quand ils sortent, c'est pour faire quoi? C'est venger. De tout ce que... Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est lié à l'environnement et au comportement. Moi, quand j'ai fini mes études, quand je suis arrivé à la Foot du Sud, ça m'a étonné de voir quelqu'un qui vient, on soigne l'animal en meurt. Vous voyez, on va chercher le premier mouchoir. On commence à faire quoi? À essuyer les armes. Mais moi, là, dans mon cœur, je me dis, mais ces gens sont-ils normaux? Un chien qui meurt, ils veulent faire même un deuil, ils en font un problème. Je ne savais même pas que le chien a droit à des visitations d'un vétérinaire. Les chiens a droit, ou bien les chats, à des vaccinations. Les chiens a des pathologies qui sont similaires aussi
à l'homme. Alors tout ceci, ça fait que vous allez comment, quand vous comprenez ça, vous voyez dans certains milieux, ces animaux-là ne sont pas si agressifs. Ils gèrent bien leurs compagnons. Mais dans nos milieux, où vous trouvez même les jeux de combat des chiens, les gens qui prennent avec le chien, les gens se battent, ils ont de l'argent derrière ces animaux-là. Bon, maintenant, regardez maintenant après les combats, il y a quoi? Des morsures, des blessures. Maintenant, vous allez payer combien au vétérinaire? Mais la question de savoir aussi quand une personne se retrouve dans ces cas de morsure, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? C'est là où je vais vous amener maintenant. Maintenant, j'ai un peu circoncis pour montrer un peu les aléas où le gouvernement doit intervenir et mettre du sérieux, mettre la main sur beaucoup de charlatans que j'appelle moi-même des pseudos et des vers dresseurs, tout ça, qui ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ailleurs, nous avons des compagnies qu'on appelle les SPCA. Ce sont des compagnies de lutte contre la cruauté animale. Tu as enchaîné un chien, on vient t'arracher le chien. On n'enchaîne pas l'animal, on le met en cage. La chaîne, c'est la laisse, c'est pourquoi? Pour faire la marche. Quand vous l'enchaînez, vous le rendez encore plus vicieux. Parce qu'il est limité. Il bouge. Quand il coupe souvent, c'est pour faire quoi? Pour attaquer et mordre. Il mord et il recule. Mais quand il est dans la cage, il devient encore poli parce que c'est qu'il a 4 coins. Il y a d'abord l'eau, il y a à manger là-bas, et ici, il y a le lieu où il faut dormir. Mais maintenant, parlant maintenant de quoi? Des plaies de morsures. Et vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir le vétérinaire, on va vraiment voir le médecin normal? Tout à fait normal, quand il y a un cas de morsure, la première personne qui doit intervenir, c'est un médecin humain. C'est lui qui soigne l'animal. Et plutôt l'humain. L'humain, c'est aussi un animal supérieur et l'autre, c'est un animal inférieur. Mais comment le faire? La prise en charge, pour le faire, c'est d'être humble, avoir de l'humanisme, accepter que pour que je le fasse, je dois consulter qui? Le vétérinaire. L'ego à aide, donc le chemin à suivre est donné par le médecin vétérinaire. Parce que quand on a mordu, il y a même des infirmiers, même à la maison, les premiers soins, ça commence par la maison. Même à la maison, quand un enfant est malade, on a toujours une trousse pour la fièvre, pour ça. C'est déjà donné par la santé, la santé publique. Non, quand vous avez un bébé, il y a la fièvre, prenez un peu tel produit, diclofénac. Ça c'est du tout... tout comme aussi quand le chien t'a mordu. Même toi-même, ça peut arriver qu'il t'ait griffé par hasard. Ou bien l'enfant jouait, tirer la queue du chien, des mauvais jeux là-bas, et le chien a dit non, laisse-moi, il a mordu. Ce sont les crocs, ça entre directement. Sûrement, c'est toujours profond. Maintenant, la prise en charge, c'est comment? Dès la maison, d'abord, j'interviens avec le savon ordinaire, comme le savon les coques. Taux d'alcalinité trop faible, c'est basique, ce n'est pas acide. On nettoie quoi? La plaie. On nettoie la plaie, même si la plaie saigne, quand on a nettoyé, les bactéries, les flores bactériennes qui sont déjà là-bas sont déjà réduites. Et on va le plus proche. Quand vous arrivez, l'opérateur, l'infirmière, quoi, vous pouvez asseoir, il doit. Donc, chaque clinique, chaque hôpital doit avoir un médecin vétérinaire. Ailleurs, c'est comme ça. Directement, on appelle docteur, vous êtes où? Parce que les médecins, ils ne sont pas là pour laisser à l'hôpital. Ils sont dans les offices, ils sont là, appelés ci et là. Vous êtes où? Venez, nous avons un cas de morsure ici. Et on a mordu un de nos patients par un chien. Quand j'arrive, le médecin, combien de choses? Le chien était-il errant ou bien c'est un chien qui est dans la parcelle? Le chien là, il est dans la parcelle. On appelle les propriétaires, donnez-nous quoi? Le certificat de santé animale. C'est là où tout commence. S'il n'y a pas de certificat de santé animale, on soigne comme étant on doit soigner un chien errant qui est enragé. Maintenant, on commence par parler de certificat de santé. Mais aussi, la question qui m'intrigue là est que si par exemple le chien n'était pas pris en charge, là ça devient un danger, plus que celui qui est chaque fois visité par un médecin vétérinaire. Et vous êtes parti vite en besogne, j'allais étape par étape, et c'est là où on a... Allez-y. Alors, quand on demande la documentation et le certificat de santé, on regarde quand est-ce qu'il a été vacciné. Il a quel âge?
il a combien de mois? Ouais. Ok, c'est un adulte, il est déjà sous le vaccin contre la rage, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il est vacciné, il est en ordre. On lui dit, ok, le chien est gardé en quarantaine pendant 14 jours. Les 14 jours là, c'est pour que vous puissiez voir si les symptômes de la rage ne peuvent pas se manifester. Voilà. Okay. Pour maintenant orienter encore définitivement les soins. Mais le même jour là, on regardait l'aspect de la plaie. Okay. On a nettoyé la plaie. Ce sont les dents, les corps, on donne l'antitétanique. Il y aura sur des fièvres, on donne un anti-inflammatoire et autres. On nettoie la plaie. Si même qu'elle soit profonde ou pas profonde, on ne suture pas cette plaie. Ok. La décision de suturer peut se prendre plus tard. Mais quand c'est arrivé, on nettoie bien la plaie, on donne les produits qui sont susceptibles à être consommés pour soigner antibiotiques contre un antitétanique, tout ça. Et on laisse la plaie. La plaie qui semi-couverte, c'est-à-dire quoi? Vous voyez ce qu'on appelle les compresses. Ok. Les compresses, là, même si vous mettez au-dessus, les liquides qui sortent de la plaie, ce sont les toxines, là, les poisons là, ça entre directement quoi? Sur les compresses, on peut à chaque fois échanger. Maintenant, la plaie, si importante qu'elle est, on ne la suture pas. C'est là où les bas blessent. Vous arrivez dans une institution sanitaire où il y a un médecin, un infirmier, vous le trouvez même, c'est vraiment très profond, oui, mais c'est une morsure de l'animal vers l'homme. Allez, l'hydrocaïne, vous mettez l'anesthésie, voie locale, vous commencez à placer quoi? À placer les points de suture. Okay. Non, N-O-N. Okay. Voilà que vous là, vous avez encore créé, vous avez encore contaminé la plaie. Et la plaie prendra du temps pour cicatriser. Okay. Ces bactéries-là, ces germes-là, créeront autre embolie d'origine infectieuse, bactérienne, liée à quoi? Liée aux dents. Okay. Là, c'est une partie où le chien est en ordre. Ouais. Quand le chien n'est pas en ordre, voilà. Ou bien quand le chien a été en quarantaine, il a manifesté quoi? Les symptômes de la rage. Oui. Parce que cette carte-là peut être une carte non valide. Oui. Quelqu'un a arrangé avec un vétérinaire, que j'appelle pseudo-vétérinaire, ils ont rempli, tu as donné $50 ou bien $100, et on a donné. Oui. Quand le chien a manifesté ça, il y a les services appropriés. Okay. Après c'est cela, on vous oriente vers l'OVEL. Okay. On sait l'OVEL. C'est l'institution là, quand vous allez vers CNV, là où on donne des cartes de vaccination, des cartes de jaune, il y a. Là maintenant, on vous soumet à un vaccin anti-rabique. Okay. Contre la rage. Mais sur ces points de la rage, on entend qu'il y a d'autres chiens qui sont abattus quand ils manifestent des symptômes de la rage. Voilà, là maintenant, vous arrivez maintenant au traitement. Quand tu es un chien enragé, il faut euthanasier. Okay. Quand vous l'approchez, il est agressif. Oui. On l'abat comment? Partout d'une façon ou d'une autre, parce qu'il est condamné à mourir. Okay. Par le moment, on est dans un milieu où on ne veut pas l'approcher. Oui. On l'encadre. Les pierres sont là. Oui. Parce que quand il part, on envoie les pierres jusqu'à la mort. Oui. On peut avoir l'arbre, ce qu'on appelle sarbacane. Okay. Des loin là-bas, on envoie, on a abattu, ou bien lance-pierre. Donc, quand il y a la rage c'est une zoonose, elle est incurable. Okay. Quand tu fais de la rage, c'est la mort. Mais non, il y a plusieurs téléspectateurs qui vous suivent, docteur. Depuis, depuis la République démocratique du Congo et ailleurs, la question de la cohabitation sur cet aspect-là de la rage, parce qu'il faut arriver à battre cet animal-là. Comment vous pouvez conclure cette question de la cohabitation avec ces symptômes de la rage qui vit avec les animaux? C'est tous les amis qui vivent avec les animaux des compagnies, chiens et chats. Quand vous avez ces chiens, vous les élevez, ils sont avec vous. Oui. Quand il est chiot, il y a 3 vaccins à donner. À 1 mois, on donne ce qu'on appelle les vanguards, le 5+. Okay. Donc, c'est contre 6 pathologies. Il y a ce qu'on appelle les distempas, la maladie des carrés. Ça touche toujours le système nerveux. Il y a l'herpès viral. Ça, ce sont les voies respiratoires et autres. Il y a l'influenza et para-influenza. Okay. Et associé à quoi? À la
la parvovirose virale, qui est une diarrhée très caractéristique qui sent mauvais. Allez-y vite parce qu'on n'a plus assez de temps. Et la leptospirose. Ces vaccins-là se donnent à 1 mois, à 2 mois et à 3 mois. Maintenant, le chiot devient un chien plus la première dose du rabicin. Si l'animal n'a pas ce vaccin-là, il est prédisposé à faire cette pathologie-là. Même s'il te mord seulement, retiens qu'il aura ça. Ce sont des maladies, des pathologies virales où déjà, il y a déjà le vaccin qui est déjà disponible pour lutter pour. Quand vous avez cet animal, vous n'avez pas la carte de santé animale, vous avez sa carte où il n'y a pas ça, où vous n'avez pas confiance aux propriétaires que vous avez amenés, ou bien celui que vous avez vendu. Allez-y voir votre vétérinaire, venez, il te donne tout ce programme. Docteur, nous sommes arrivés presque à la fin. Un mot de conclusion par rapport à notre thématique. En tout cas, un mot de conclusion, et je suis d'abord content. Les émissions pareilles, les échanges pareils, c'est une vulgarisation, c'est une sensibilisation. Surtout nos amis qui vivent dans les milieux ruraux, vous les verrez toujours, ils sont toujours avec les animaux de compagnie. Et ce sont eux qui sont vraiment exposés. Mais les professionnels que nous sommes, nous connaissons déjà que non, il faut ça. Alors, ce que nous vous demandons, c'est quoi? D'être les sensibilisateurs, les vulgarisateurs. Donc, que ça ne soit pas la dernière fois, que ce soit le début d'un processus lié à la santé communautaire, à la santé publique. Ce n'est pas seulement le docteur Samuel Béa qui peut venir passer, même les médecins humains, vous les amenez et on échange comme ça sur les plateaux où on aura des répondants. Vous avez posé la question au vétérinaire, vous avez posé, et ça créera un rapprochement et on saura vraiment le rôle d'un médecin vétérinaire dans la société. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu présent à notre invitation. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, toutes les bonnes et j'anticipe, je pense que le mois de mars sera là, c'est pour les femmes, et qu'il faut aussi faire une émission de ce genre environnemental avec les animaux de compagnie, parce que les femmes vont toujours dans les champs. Ça serait vraiment important. Les éduquer et Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous étiez là à suivre EcoPlus et votre émission d'environnement. Et aujourd'hui, on a pu décortiquer la question de la cohabitation entre les hommes et les animaux. Vous avez compris les explications du docteur Béa qui s'est relaté de tout ce qui se passe, comment faire, comment être en compagnie avec les animaux. Est-il nécessaire d'avoir un animal de compagnie? Est-ce que vraiment il faut en avoir ou pas? Tout a été dit par le docteur et quant à moi, je vous dis énormément, on se retrouve très très prochainement.